nickel, c'est parti. Alors bonjour à tous. Comme ça a été notifié dans l'invitation, on va parler des signals, des nouveautés d'Angular qui sont sorties depuis la version 11. Donc le but, ça va être vraiment de parler de réactivité, de voir comment on peut alléger notre code, que ce soit dans un design system ou dans un projet, et d'éviter les bugs grâce au signal. Donc j'anime cet atelier en toute modestie. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des remarques ou des questions. Est-ce que ça vous va? Nickel. Alors, je vous présente rapidement le sommaire. Donc, il y aura une petite partie théorie. On va parler des introductions des nouvelles API Angular, donc les signals. On va voir quels problèmes ils fixent, quand les utiliser, quand ne pas les utiliser, quand privilégier RxJS, parce que les signals, ils n'ont pas vocation à remplacer les observables, mais plutôt à les compléter. Et on verra enfin vite fait la différence entre un code impératif et un code déclaratif. Donc, toujours dans le but d'apporter de la réactivité, soulager notre code et éviter les bugs. Ensuite, on aura une petite partie pratique. Donc, on va passer sur du code. On va voir vraiment les signaux en profondeur, comment on les modifie, comment on les initialise, comment on fait des valeurs dérivées grâce au computing. On va regarder aussi comment on fait des effets, comment on peut pousser la change detection avec les effects et les signaux. Ensuite, on verra un peu comment on faisait ça avec RxJS. On verra les avantages, les inconvénients. On verra aussi l'interopérabilité. Donc, c'est transformer un observable en signal ou l'inverse, un signal en observable. Et enfin, on verra que sur les live cycle hooks, ben, on n'aura plus forcément besoin. Donc, plus forcément besoin de ng on init, des ng after view init, des ng on change, etc. Alors, je prends juste mon petit document. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que c'est un signal? Un signal, c'est une nouvelle façon de gérer la réactivité dans Angular. Avant, on utilisait des behavior subjects, des observables. Les signaux, eux, fonctionnent sur un modèle de pull plutôt que push. Donc ça, je vous ai préparé un petit exemple trivial pour vous montrer c'est quoi la différence. Ils permettent de suivre automatiquement les dépendances sans avoir besoin de pipe à 5 ou de subscribe. Tout ça, c'est géré par Angular. Et on verra qu'on importe des signals, des effets, des computines, qu'on n'importe pas d'une autre librairie, mais on l'importe directement de Angular Core. Donc les signals ont été introduits pourquoi? Pour simplifier la gestion de l'état dans les composants, améliorer la performance en réduisant la nécessité du change detection, puisque c'est Angular qui va s'en occuper, et ça va être plus facile à comprendre pour les développeurs non familiers avec RxJS. Donc ça, c'est vraiment une volonté d'Angular, c'est vraiment d'améliorer la DX. Donc ça, ils se sont inspirés de frameworks un peu comme Svelte, il y avait Svelte, il y avait quoi d'autre? Je sais, il y a un autre framework qui était sorti, je sais plus comment il s'appelle, mais sinon aussi, ça s'inspire aussi de la manière dont React enfin, le mécanisme de React. Donc, quel problème il fixe exactement? Donc, le principal problème qui a été résolu avec ça, c'est la fin des Change Detection Strategy on Patch. Donc, on mettait, pour optimiser la performance de nos composants, on, on notifiait à Angular que voilà, ce composant a été modifié. Maintenant, c'est Angular qui gère tout ça tout seul. Le composant ne se met à jour que si le signal il utilise change. Donc, s'il change pas le signal, le composant il va pas être appelé, il va pas être vérifié comme si on laissait le change detection stratégie en default. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus visible. Donc, on voit qu'avec les subjects et les behaviors, on peut avoir des petites complications, des fuites mémoire si on ne unsubscribe pas. Donc ça va régler ce genre de souci, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Angular qui va gérer cette partie-là. Et donc, de facto, ben, on aura moins de dépendance à RxJS, donc idéal pour la gestion d'état local sans la complexité d'RxJS. Bien sûr, ça a des limites. C'est beaucoup moins flexible sur des flux asynchrones. Donc, si on fait des appels HTTP et qu'on nous renvoie un observable, ben, c'est pas les signaux qu'il faudra utiliser. Et notamment si on a des événements utilisateurs comme des debounds, des throttles, ou si on a des problèmes de concurrence qu'on doit gérer avec des merge maps ou des switch maps. Donc ça, comment dire, c'est des flux de données qui arrivent constamment dans une application Angular. Il faut savoir les traiter, il faut savoir quand utiliser RxJS et quand on utilise les signaux. Donc pour utiliser les signaux, c'est très simple, ça va être seulement sur des gestions d'état local d'un composant. Donc ça peut être un nom, ça peut être des primitives ou ça peut être des objets de référence comme des tableaux ou des objets. On va simplifier la réactivité sans surcharger le code avec RxJS. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment sur un état synchrone.
Donc on évite de les utiliser quand on a des flux asynchrones, que ce soit des API, des WebSockets, si on a besoin de concurrence ou d'opérateurs avancés comme MergeMap ou SweetMatch, et notamment pour centraliser les tableaux global d'une application. Donc soit on utilise NGRX, soit NGXS. Et enfin, je vous raconte rapidement comment on privilégie les RxJS. Enfin, quand on privilégie RxJS, ça va être surtout quand on fait des appels HTTP et des gestions d'utilisateurs. Si par exemple on a un utilisateur qui entre du texte sur un input et qu'on veut lancer une requête toutes les 500 millisecondes, bah là on va utiliser un debounce time et donc il va falloir passer par un flux RxJS pour justement avoir plus de réactivité. Donc c'est ça un peu les limites des signals. Et c'est là où on utilise, voilà, on va faire la distinction entre utiliser des signals ou des observables. Ah, je vous avais pas passé la slide. Donc voilà, ça c'est pour la partie théorie. Je sais pas si voilà, je voulais vraiment présenter ça pour que tout le monde parte avec, on va dire, le même niveau de connaissance, faire une piqûre de rappel pour les devs. J'ai essayé comment dire, de vulgariser un peu, Cécile, mais je peux comprendre que tu dois être déjà un peu perdu. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, je comprends, c'est normal, t'inquiète pas. Non, t'inquiète, y a pas de souci. De toute façon, on va avoir un peu plus dans des exemples avec du code où je vais forcer des petits bugs qu'on peut avoir, qu'on a déjà eu sur notre front et sur une application en général. On va essayer de comprendre vraiment la racine et voir comment on peut justement y remédier. Donc là, justement, on va passer sur le code. Donc, je vous ai préparé des petits exemples qui sont très triviaux, mais qui mettent vraiment en lumière les problèmes d'Angular quand on utilise, on n'a pas une application qui est réactive et qu'on utilise soit du code impératif au lieu du code déclaratif et on perd là justement la réactivité. On va pas voir celui-ci, on va voir plutôt le compteur déjà. Donc c'est un bête composant, voilà, où il y a un compteur, un titre, un compteur. On a la valeur du compteur property, donc il n'y a pas un signal qui est juste une propriété normale. Et dans le constructeur, du coup, je lui mets un setAmount et je lui dis dans une seconde, tu mets count property, tu incrémentes count property. Donc là, il est à 0. Techniquement, il devrait être à 1. Maintenant, là, ce que j'aimerais bien savoir, si vous pouvez un peu répondre dans le chat pour que ça soit interactif, est-ce que vous pouvez me dire la valeur de discount property au bout d'une seconde? Donc c'est facile, c'est soit 0, soit 1. Je vous aide. Ok. 0,5. 0. Allez, les autres, on se mouille. La personne qui ose se mouiller. Youssef, il dit 1. 0. Allez, encore 2 secondes. Bon, personne. On embête. Donc alors, 0, 1, 0, 1. En fait, la bonne réponse, c'est 0. Là, on voit que la valeur de ma propriété, elle est restée à 0. Elle n'a pas été incrémentée. Et ça, c'est dû à deux choses. La première, c'est que déjà, on fait du code impératif ici. On lui dit comment on veut que notre propriété elle soit modifiée. Donc ça, déjà, sur Angular, c'est un anti-pattern. C'est Angular, il pousse à faire du code déclaratif. Donc, code déclaratif, c'est lui dire euh, quoi faire. Du code impératif, c'est comment le faire. Et donc, du coup, on veut éviter ça. Le deuxième problème, c'est quoi? C'est que là, compte property, il va pas être, comment dire, vérifié dans le. En fait, ici, on a un set timeout plutôt. Et le set timeout, ça fait partie d'une web API. Et donc, alors vous expliquer, dans le moteur JavaScript, je vais vous montrer comment ça fonctionne, hein, cette timeout. De concurrence. Hop, celui-là, il est peut-être bien, je crois. Tac, tac, tac. Donc voilà, en fait, ça marche comme ça. Ici, les Web API, c'est tout ce qui est set timeout, c'est des requêtes HTTP. Donc, comme on a l'habitude de faire euh, dans n'importe quelle application. Et ici, on a la queue. Donc, du coup, il va mettre chaque requête dans la queue et il va les appeler un par un. Et donc, du coup, là, Angular, il est perdu là. On ne sait pas ce qui se passe. Et ce qu'on fait justement pour déclencher la change detection ici sur Angular, c'est du code qu'on voit énormément
dans le projet, c'est qu'on lui donne ça à manger. On lui met le change detector ref, hop, ici. Et ici, on lui dit detect change ou mark for change. Et là, on a dit à Angular, tiens, vérifie mon composant. Enfin, vérifie si c'est ça, mon composant, voir ce qui s'est passé. Et là, on a la valeur de la propriété qui a été mise à jour. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ce concept de change detection et de comment fonctionne un peu voilà, de la change detection sur Angular? OK, nickel. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose, je vais vous montrer comment ça fonctionne maintenant avec des signaux. Donc là, on va faire exactement le même code. Hop. Et ici, au lieu d'avoir compte property, on va lui mettre compte signal. Ici, on va l'initialiser. Hop, compte signal. Donc c'est un signal. Hop, on lui met la valeur de départ, donc 0. Hop. Et ici, on va lui faire exactement la même chose. Sauf que je vais vous montrer qu'on n'a pas besoin du change detector, du detect change. Ici, je vais dire 10.count signal.set. Et là, je le set à 1. Et là, au bout d'une seconde, on voit que, hop, on va juste le modifier pour les distinguer. Donc là, ici, on voit que mon signal il a été mis à jour et qu'on n'a pas eu besoin de forcer comme on l'a fait avant avec un code impératif. On n'a pas besoin de forcer Angular pour lui dire, regarde, vérifie mon composant s'il y a une modification. Ça va être directement géré par Angular parce qu'ici, on l'a importé de Angular comme signal. Et tout ça, c'est géré par Angular. Donc, on n'a pas besoin de forcer Angular à faire de la change detection. On n'a pas besoin de lui dire detect change ou mark change. C'est lui qui gère tout ça en faisant du code ici qui est déclaratif au lieu de faire du code impératif. Donc la différence entre le code impératif, je vous remonte, c'était ça. Hop, et on lui faisait 10.count property plus 1. Donc là, on lui dit comment le faire, et ici, on lui dit qu'est-ce que tu dois faire. Donc c'est vraiment ça la différence. Et j'insiste sur ça, je vais beaucoup me répéter sur ça, mais c'est vraiment la philosophie d'Angular, cette manière de développer du code déclaratif. Donc c'est pour ça que je vais beaucoup insister sur des notions de code impératif, code déclaratif, code réactif, etc. C'est vraiment, il faut prendre en compte qu'est-ce que Angular attend d'un développeur sur ce framework, c'est de faire du code déclaratif et réactif. Est-ce que vous avez des questions pour intervenir? Pour ça, c'est interactif, sinon je vais parler pendant 1 heure. Merci pour les pouces. Alors, qu'est-ce qu'on va voir après? Donc après, on va voir comment faire des valeurs dérivées à partir de signal. On va commencer celui-là. Alors ici, on a un compteur, comme avant, donc initialisé à 1. Et ici, j'ai un compteur, un double compteur qui va qui va computer, donc qui va lancer une fonction, qui va prendre un signal, et qui va prendre le signal de base, donc 0, et qui va le multiplier par 2 à chaque modification. Donc ça veut dire que double counter, il va être appelé à chaque fois que discounter va changer. Si discounter il change pas, il va pas être modifié. Donc là, si par exemple je fais incrémenter, hop, on voit bien que 2, ça correspond à double compteur et à chaque fois, il va être recalculé en fonction de la valeur de compteur. Donc là, il est à 1. Donc si je l'incrémente à 2, à 4, etc. Donc ça, c'est comment créer des valeurs dérivées en utilisant Computed. Donc ça, c'est une deuxième API qui a été sortie par Angular. Et ensuite, il y en a une troisième sur laquelle il va falloir faire très attention si vous l'utilisez, c'est les effects. Parce que comme son nom l'indique, ah non, je voulais vous montrer comment on faisait sur RxJS. Bon, c'est pas grave, on le fera après. On va le mettre là, comme ça je l'oublie pas. Donc si vous voulez faire des valeurs, si vous voulez faire des valeurs dérivées, on utilise Computed et les effects. On peut faire aussi on peut faire des valeurs dérivées, mais c'est pas fait pour ça. Et je m'en garde. Je vais essayer de bien vous le rappeler, car c'est pas du tout fait pour ça. Je vais vous renvoyer sur la doc officielle d'Angular. Car ça peut vraiment poser des gros problèmes sur une application de mal utiliser les effects.
tac, tac, effect, effect ici. Hop là, je vous mets dans le chat. Effect comme dans React Native. Euh, Bah plus ou moins en fait, plus ou moins dans React Native, parce que dans React Native, effectivement, c'est une fonction callback, donc comme ici. Il me semble que c'est useEffect en React. Et donc effectivement, excuse-moi, t'as dit quoi? Ouais, ouais, effectivement, c'est un useEffect et enfin, même si tu regardes un peu la documentation du useEffect, pareil, il ne recommande pas forcément de l'utiliser pour faire des calls HTTP ou etc. C'est vraiment pour du debugging, ça va être pour mettre à jour un local storage, pour modifier du DOM, ou alors là ici ils le disent par exemple ici en utilisant Canva, donc faire des choses un peu plus poussées d'un point de vue graphique et cher si vous faites par exemple des graphiques. Mais alors, je vais vous montrer du coup quand est-ce qu'on peut l'utiliser cet effet. Ouais, dis-moi. Non, non, ça c'est non, c'est autre chose. Justement, ça, la partie NGRX, ça va être plus, enfin, NGRX, effectivement, c'est ça. Ça va être plus être pour gérer des appels à des services, à des appels HTTP. Euh, mais pareil, ça reste des effets de bord. Tu vois, quand, ouais, ouais, non, 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 je parlais vraiment de effect, mais pour les signaux dans un contexte de composants synchrones ou d'appels synchrones, tu vois. Pas dans de la synchronicité comme avec les observables que tu peux gérer dans NGRX. Mais après, ça reste quand même la même philosophie, tu vois. Ça reste une méthode callback où on va appeler du code de manière, enfin, on va forcer à appeler du code. Et donc ça, faut être très vigilant avec ça parce que les effets, on les utilise pas pour tout, tu vois. Et ça peut poser aussi pas mal de problèmes, les effets. Comme son nom l'indique, en vrai, tu as des effets, donc c'est comme ça que tu as des effets de bord sur les applications. Je t'en prie. Alors là, j'ai fait vraiment un pareil. Ça reste un compteur. Donc le mécanisme, c'est quoi? C'est vraiment de montrer comment on peut, enfin, comment on l'utilise dans un bon contexte et comment justement on peut y bénéficier. Donc là, le but, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va faire? Donc on a un compte qui a un signal et qui stocke, voilà, dans le local storage, dans le excusez-moi, il récupère la valeur de compte dans le local storage et s'il n'y a rien, il initialise à zéro. Et ensuite, dans l'effect, euh, voilà, on va setter la valeur compte avec ce signal-là et on va le mettre en string parce que ça reste un number. Et ici, on l'incrémente. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, quand on va incrémenter, 1, 2, 3, hop, ça va loguer ici. Et si on regarde dans le local storage, ici, hop, donc on a bien la valeur qui a été modifiée et updatée. Donc voilà, ça sert vraiment on peut l'utiliser dans ce cas-là, généralement, pour stocker des valeurs dans le local storage. Et donc là, si je rafraîchis, eh ben, il va récupérer compte dans le local storage et il va directement l'initier. Donc là, c'est pour ça on n'est pas à 0, mais directement à 6. Comme il nous le met dans le local storage. Donc ça, les effets, il faut vraiment faire attention. Faut pas trop... généralement, on n'a pas besoin. Et si vous commencez à en plus utiliser white effect, enfin les effets avec ici, on met un white table, je sais plus comment ça s'écrit, mais en gros, ici, si par exemple on fait 10 point compte point 7 est égal à 5, voilà, ben, c'était à 5, il va nous péter une erreur ici. Hop. Parce qu'il dit on peut pas écrire de signal dans les enfin, is not allowed in a computed or effect by default is allow signal write in create effect option. Donc ils nous disent vraiment d'utiliser cette syntaxe. Normalement. Hop, ouais, c'est comme ça. Et là, on l'a seté à 5, mais le problème, c'est quoi? C'est que, bah, on peut avoir des problèmes enfin, de réactivité, justement, et d'affichage de données, parce qu'à la base, ici, il était à 6, maintenant, il est à 5. Putain, enfin, et en plus, voilà, là, il marche même plus l'incrémentation. Donc, pas de CT enfin, pas de modification
de signal dans les effects. Si vraiment vous commencez à en avoir besoin, c'est qu'il y a un problème, c'est du smell code et faut revoir votre code si vous commencez à partir dans ce design. Donc sujet délicat les effects. Voilà. Donc ça on a vu les effects. Maintenant on va voir comment on faisait sur ArcGIS. Hop, pour voir un peu la différence de ce qu'on avait sur le Computed, etc. Donc voilà, ça c'est exactement le même. Hop, si on- c'est exactement la même mécanique que le Computed. Ouais, c'est ça, on double. Hop, donc on va le mettre juste au-dessus. Donc ça c'est avec Computed et ça c'est avec ArcGIS. Donc on a exactement le même comportement, il n'y a pas de souci. Sauf qu'on voit que il est où voilà. Hop. Sauf qu'on voit qu'ici, bah, c'est un peu plus verbeux. On a des dépendances ArcGIS, donc pour les opérateurs, pour déclarer notre behavior subject, contrairement à notre Computed ici. Donc voilà, on n'utilise que le signal et basta. Là, dans ArcGIS, en fait, bah voilà, on va avoir des dépendances ArcGIS. Donc c'est un peu plus verbeux. Ici, on déclare notre behavior subject, donc qui est un observable. Ici, voilà, on dit tu te transformes en observable. Et ensuite, on le double avec un pipe, on map, et voilà, on lui fait un petit x2. Et dans l'incrémentation, dans la fonction incrémente, on utilise la méthode next. Donc ça, c'est un observable, on peut le voir ici dans sa signature. Si on va dans le behavior subject, il extend de subject qui extend d'observable. Voilà, et donc du coup, on a toutes les méthodes pour subscribe et unsubscribe. Donc voilà, la différence, c'est que c'est beaucoup plus verbeux, c'est qu'on doit gérer le désabonnement. Donc là, on le fait avec le pipe A5, qui lui va le gérer. Mais si, par exemple, moi c'est quelque chose que je vois souvent dans le code, euh, voilà, pour afficher une donnée comme ça réactive où on reçoit comment dire, un observable, ce qu'on fait souvent, c'est ça. Donc, ici, on met notre préconstructeur ou notre engine init, euh, et là, on va lui dire double counter. Donc, on va le mettre à 0 par exemple. Hop. Et on va lui faire ça généralement. Ça, c'est quelque chose que je vois tout le temps. On va faire counter.subscribe. Hop. On va aller dans le next. On va récupérer la valeur ici. Et on va lui dire 10.doubleCounter. Hop. On va lui dire est égal value x2. Ça, c'est des choses que je vois souvent. Et là, le problème, c'est quoi? C'est que bah, comme avant avec le change detector factory, on va avoir des problèmes de réactivité. Donc, c'est possible que ça marche. Mais là, le problème, c'est que bah, du coup, c'est du code comment dire, impératif. Et du coup, là, on ne gère plus du tout le désabonnement de ce flux d'observables. Donc ça, c'est quelque chose à éviter, à éviter. Ça reste du cloud impératif. C'est pas réactif parce que tout ce qui se passe dans ce pipe, par définition, c'est hors réactif. Donc c'est des choses qu'on voit souvent dans le projet et c'est quelque chose qui est à éviter. Donc le mieux sur du RxJS, c'est de faire comme avant. Hop, tac, voilà. Faire du code déclaratif, comme je vous l'ai dit, on lui dit quoi faire et pas comment faire. Est-ce que vous avez des questions sur RxJS ou les ComputeUid ou quelque chose qu'on vient de voir là, juste là, pour avancer? Ça a l'air good. C'est tout good? Tout good, tout good. Ok, on va avancer. Alors, la suite, qu'est-ce que je vais vous montrer? L'interopérabilité. Hop. Donc ça aussi, une petite nouveauté Angular sympa, qui est la possibilité de transformer des observables en signal. Donc là, je suis dans mon fichier interop.component.ts. Dès que j'ai mon user list
est directement appelé ici dans mon interop. Ok, nickel. Euh, Du coup, alors comment il se présente ce composant? Donc on a un type user qui est juste un name qui renvoie un string. On a une div, hop, la liste des utilisateurs, une petite boucle sur la lib pour afficher les usernames. Username ici, donc je l'ai récupéré de manière déclarative pour essayer de le faire en une approche, on va dire, un peu plus déclarative et réactive, et ensuite voir un peu comment on fait de l'interopérabilité sur justement sur ce type de sujet qui va alléger le code. Donc ici on a un service, user service, qui est une bête appel HTTP, qui get des users sur JSON placeholder et nous renvoie une liste d'utilisateurs. Donc ça c'est mon service, il est très simple. Et dans le composant, du coup, voilà, je passe par un engine init, j'appelle ma méthode getUser de mon service, je subscribe, je récupère mes users. Donc ici, je le console log et je mets 10 users est égal user, donc c'est nickel. Là, par contre, j'ai rien, j'ai pas de user, je sais pas pourquoi. Ah, parce que je l'ai fait juste avant la déclaration. Mais ici, du coup, je récupère bien ma liste. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça reste du code impératif et on peut avoir des problèmes de réactivité et d'affichage. Parce que là, en vrai, j'ai mis le detect change, mais si je le retire, hop, et ben voilà, on n'a rien sur notre interface. On a bien le log qui s'exécute, mais Angular, lui, ne change pas, ne déclenche pas de vérification, bah, parce que ça reste du code impératif, tout simplement. Donc là, donc il y a deux manières de faire. On va passer d'abord par les observables. Donc on peut dire ici c'est un observable, hop, qui a un tableau de user. Hop. Et ici ce qu'on peut lui dire tout simplement, c'est 10.userService.getUser. Tout simplement. Hop. On n'a plus besoin de notre engine init. On n'a pas besoin du constructeur, pas besoin de champ detector ref. On peut virer tout ça. On n'a plus besoin de init. Et ici, il faut juste un pipe 5, tout simplement, pour le refaire fonctionner. Et ici, on a de nouveau notre liste user. Donc, comme je vous l'avais dit, le but de cet atelier, c'est de vous montrer comment réduire les boilerplates et se débarrasser des dépendances RxJS qu'on n'a pas besoin. Donc là, on voit qu'on a une dépendance RxJS, donc on va s'en séparer de l'observable. Et ici, ça va être un signal. Et ça va être il me semble que c'est de type signal. Hop. Ici, je fais tout signal. Ici, hop. Il n'aime pas. Je vais l'importer. Ah, putain, il n'aime pas. Comment je peux l'importer ce truc-là l'autre fois? Alors, je vais le récupérer ailleurs. Deux petites minutes. Ouais, si ça doit être comme ça, mais en fait, j'arrive jamais à le réécrire. Mais ouais, c'est ça, RxJS. Voilà, hop, il est là. Merci. Hop, nickel. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là, le type A5, il aime pas, parce que c'est pas un observable, c'est un signal maintenant. Oh là là. Attendez, je vais fermer mon éditeur de code, il a un petit bug. Enregistrer. Hop là, tac, faire ça. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il manque quoi? Il manque la balise fermante. Il manque ça. Hop. Et ici, il me dit quoi l'erreur? Type signal undefined. Ah, ok, d'accord. On va le forcer. Hop là. Ah, il va pas se faire. Voilà, top, top, top. On va vérifier. Hop. Il va arrêter de râler comme ça. Et donc là, du coup, bah, on s'est débarrassé des observables, de RxJS. Donc on n'a plus de dépendance. Ici, le tout signal, il vient d'Angular Core et RxJS Interop. Donc il vient pas du tout de RxJS. On n'a plus du tout de dépendance à RxJS ici. Tout est géré par Angular. Donc c'est une meilleure activité et
c'est beaucoup plus performant. Hop, je vais relancer le serveur. Et, il a bugué. Hop là, allez, voilà, c'est m'embêter lui. Ouais, voilà. Donc du coup là, bon, on voit qu'on a beaucoup moins de boilerplate, hein. On a tout tient sur deux lignes. On n'a plus du tout de lifecycle hook et pas de dépendance RxJS. Donc si on regarde un peu la différence avant, j'ai perdu mon code. Ouais, exactement, tu l'exécutes. Ouais. Si tu regardes, si on peut regarder sa signature, ouais, tu vois, c'est égal. Il retourne une fonction ici. Il retourne une fonction, déclare fonctionnel. Donc faut l'exécuter. Faut l'exécuter pour y avoir accès. Non, 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 non. Non. Ici là tu parles? Non, non, tu peux pas. Ça prend pas de paramètres, hein, sinon je pense. Non, non, il prend pas de paramètres. Regarde, non. Juste quand tu le déclares, tu vois, tu veux déclarer un signal, là tu peux mettre ça met juste un signal. En fait, tu as deux types de signal. Tu as un signal comme ça, et par exemple, tu peux avoir lui. Ouais, c'est le signal. Là, je peux lui mettre, je sais pas, string. Et là, par contre, là, tu peux lui mettre des paramètres quand tu l'initialises. Tu as deux types de signal en fait. Tu as des signaux en écriture et des signaux en lecture. Donc tout signal, ça reste que de la lecture. Tout signal computed, ça reste de la lecture. Et white table signal, c'est avec cette syntaxe-là. De- ouais. Du coup, on a vu l'interopérabilité. Et là, on va voir un peu les lifecycle hooks. Là, je pense que ça va beaucoup plus intéresser aussi les membres du design system. Donc là, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous mes composants, bah, j'ai eu zéro lifecycle hook. C'est dans user list. Si je les regarde tous ici, effect, etc., il y a zéro lifecycle hook. À chaque fois, mes composants, ils sont totalement autonomes et j'ai pas besoin de dire à quand Angular, quand regarder mon composant pour regarder s'il a été modifié. Donc là, on se débarrasse de tous les set timeout voilà, pour faire réagir le composant. On se débarrasse des detect change, on se débarrasse des mark for check de chain detector off, de chain detector f. Tout est géré par Angular, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et beaucoup moins de code. Et donc, du coup, on s'évite d'énormément de bugs. Notamment si on rentre aussi dans la partie RxJS avec tous les opérateurs, les problèmes de concurrence, les problèmes de désabonnement. C'est beaucoup plus simple comme ça. Euh, du coup, je vais juste vous montrer encore deux petites choses. Hop. Sur les NG on Change, du coup, comment ça se passe ici? Donc ici, on a deux fois la même feature qui nous, euh, qui nous log en fait, qui nous met sur l'interface un map.random. Donc ils font exactement la même chose. Tac, tac. Mais on va voir qu'avec l'ancienne méthode, c'est beaucoup plus verbeux et on va voir aussi qu'Angular a vraiment mis en place pas mal d'API sympas pour gérer justement toute cette partie-là. Donc là, dans l'ancienne méthode, ici, donc on a un composant parent, ici ça sert à rien, c'est dans le ici, qui a un bouton, donc qui est ici, et qui a le composant enfant. On va agrandir ici. Qui a le composant enfant et qui reçoit la valeur. Il reçoit la valeur et elle va être mise à jour voilà, dans le change value. On va voir comment c'est fait dans le composant enfant. Donc je pense que les membres du design system ont l'habitude de cette syntaxe. On a notre input, on lui met un point d'exclamation pour dire que ben non, il va attendre quelque chose, parce qu'on ne peut pas déclarer un input vide.
Et ensuite, on passe par un live cycle loop, on change, et on lui dit s'il y a une valeur dans changes, eh ben alors tu me console log la current value. Donc on a un peu un code, enfin, c'est vraiment un code verbeux. Et Angular, justement, bah, il a toujours modifié ça, toujours allégé ça avec les signals. Si on regarde dans la nouvelle manière de faire, donc on regarde dans le composant parent de la nouvelle valeur, donc c'est exactement le même code, un bouton qui incrémente, le composant parent qui affiche la valeur, la méthode qui set la parent value, et si on regarde de le composant enfant, on a un autre input avec cette syntaxe-là, qui est un input signal. Donc on n'a plus besoin du lifecycle loop, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, bah, ça va être Angular qui va s'occuper de trigger la détection. Et ici on passe par un computed. Donc là ici on peut faire nos petites opérations, nos petits traitements, et on retourne 10.value, comme une fonction, comme un signal. Donc ça s'exécute aussi. Je peux plus. Ah, tu parles dans dans la partie. Ouais. Donc le 10.value, tu veux dire? Si, tu peux la modifier dans l'input. Ouais, effectivement, je crois qu'ils ont mis une autre API pour ça. Si on fait un truc comme ça, je pense qu'il y a une autre API qui s'appelle Model, où là, ça fait exactement la même chose, il me semble, mais sauf que lui, on peut le modifier. Et là, du coup, t'es plus sur un anti-pattern. Faudrait que je vérifie et que je revienne vers vous, mais il me semble que lui, par exemple, par contre, lui, on peut le modifier. Ouais, voilà. White Table Signal, le modèle. Mais elle est là, ton computed, ta valeur dérivée. Ici? Ok. Ah, pour créer une référence? Ok. Ouais. Ouais. Comme ça? Hmm, un truc comme ça. Une petite option illustration. Ok. Ok. Faudrait que je regarde aussi. Je regarde ça, mais après, là, le but, c'était, ouais, c'est vrai que là, ça reste un exemple qui est très trivial. Mais c'est juste pour, voilà, pour démontrer que d'un point de vue Life Cycle Hook, c'est beaucoup plus allégé. Et qu'effectivement, de toute façon, Angular, ils ont remédié au problème de, de modification des valeurs, si ça reste des primitives, ou alors s'il faut passer par des modèles. Euh, ouais, du moins, bah, ça reste comme d'habitude.
Ouais, c'est lui, le value Dieu, tu vois, ça reste un modèle signal, mais je pense qu'on peut directement l'injecter dans le parent. Tac, 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 ici. Si je peux value Dieu, là, ça va me le demander, je pense. Ouais, tu vois, value Dieu, là, il me le propose. C'est pareil. Pas de souci. Yes, pas de souci. Mais ouais, voilà. C'est là où je voulais vraiment démontrer que voilà, on n'a plus besoin forcément des lifecycle hooks et que pour les opérations un peu plus complexes, effectivement, il reste on peut passer soit par des transforms dans les inputs, soit par cette API modèle, donc qui vient toujours d'Angular Core. Et ensuite, le dernier lifecycle hook que je voulais montrer, c'est ng after view init. Ouais, exactement, ouais, très bonne remarque, ouais, effectivement. Hop, voilà. Ouais. Et ça a exactement la même syntaxe, hein. Ça reste voilà, une fonction. Hop. Et après, on peut l'appeler, voilà, c'est par exemple si on l'appelle, hop, hop, il n'y a pas un init normalement? Ah, ouais, ouais, voilà. Donc là, il a init. Ils ont retiré le next, il me semble, dans l'ancien API, on pouvait y mettre un next. On faisait exactement la même chose, maintenant on peut y mettre une valeur avec init. J'ai vu un message passer sur le chat. Ah, nickel. Ok, nickel, merci. Je vais l'ouvrir à côté pour tout à l'heure. Allez. Je- Ouais, je pense, ouais. Hmm, Et donc, du coup, là, la valeur de référence, enfin, la clé, ça serait plus value, mais ça serait ce que tu passes dans le transform? Ok. Ok, ok, c'est intéressant. Hmm, ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça, du coup, ça reste des techniques un peu plus avancées qui doivent bien être utiles quand tu fais un design system, je suppose. Hmm. Ok, ok. Ah, ça marche, ouais, mais merci, ça reste très intéressant de pousser un peu plus en profondeur les inputs de signal, parce que, ouais, effectivement, ça reste quand même assez puissant. Puis là, on voit qu'il y a des nouveautés avec les modèles, notamment. Donc, c'est vrai que enfin, quoi, faut essayer de maîtriser tout ça pour gagner en activité, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et puis en plus, c'est beaucoup plus simple maintenant, en fait, je trouve. C'est beaucoup plus simple. Mm, ouais. Ah, ouais, bah, enfin, même sur Unicity, enfin, on a des composants bien infréquentables, parce que ça devient trop complexe, en fait.
Ouais, pas de souci, pas de souci. Je vous montre juste le dernier petit Lifestyle Colo qui fait gagner du temps aussi. Pareil, je trouve que c'est beaucoup utilisé dans les composants de présentation et donc dans les design systems. Hop, c'est là, c'est After View Init. Donc en vrai, pareil, l'ancienne méthode. Ils sont passés par un implement After View Init pour récupérer le view child. Donc forcément, il était pas défini, donc il fallait forcément faire du code un peu plus permissif. Et ensuite, on récupérait bah, voilà, le native element, le composant, dans le DOM, dans le ng after view init. Et là, dans la nouvelle façon de faire, bah là, le view shell, ça devient un signal. Donc si on date sa signature, ouais, c'est un signal. Et en paramètre, on lui met justement la référence. Donc ouais, ici, il prend paramètre, si on regarde sa signature, tac, 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 locator, provide token. Donc c'est ce qu'on retrouve. C'est pas ici. Ici. Donc la référence, c'est ici dans le HTML sûrement. Ouais. On le retrouve ici. Donc c'est ça le token. Et donc on le passe en paramètre au viewchal qui est un signal du coup. Et là il se trigger dans l'effect. Donc plus besoin d'avoir de ng after view init. Donc ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien. Donc ici on passait par ng after view init. Donc du coup voilà. Old works, new works. Et donc du coup on voit qu'on a le même résultat avec moins de code. Euh, voilà ce que je voulais vous montrer. J'avais aussi prévu une partie sur les tests unitaires, mais si ça vous intéresse, je pourrais le faire une prochaine fois parce que là, je suis un peu fatigué, donc ça va faire 1 heure, donc on va essayer de respecter aussi le timing. Il reste 9 minutes, donc si vous avez des questions, d'accord? Ouais, ouais. Ah, mais ouais, ça simplifie énormément, et même si on utilise vraiment bien toutes les nouveautés dans le Angular avec les standalone, les injects, juste pour faire un mock de notre composant, c'est beaucoup plus simple. On n'a plus besoin de mettre toutes les dépendances un peu partout, c'est beaucoup plus intuitif. Donc juste pour le setup déjà, ça simplifie. Et après, ouais, pour tester, c'est beaucoup plus agréable. Je te rejoins. D'accord? Bah ouais, je pense que ça peut être plus intéressant pour avoir déjà, comme je t'ai dit, comme je disais tout à l'heure, un setup de ton composant dans tes tests beaucoup plus simple à mettre en place. Et notamment aussi pour éviter d'avoir des problèmes de réactivité, de faux positifs dans tes tests avec ArcGIS. Donc là, j'avais un exemple sur le. Ouais, en plus. Mais, euh, mais voilà, là, tu vois, ici, par exemple, là, je teste le compteur double avec ArcGIS. Et donc, du coup, là, on voit que c'est beaucoup plus verbeux à tester qu'avec le Computed, par exemple, qui est ici. Ou voilà, tu vois, par exemple, là, tu vois, ça reste un exemple trivial, hein. Il y a 2 lignes et avec React.js, on en a beaucoup plus, on en a 4. Mais on a aussi justement ce callback donne pour lui dire, bah, hey, Jest, je t'ai moqué mon composant, il y a eu de la modification, va regarder ce qui s'est passé. C'est à ça qui sert le done. Chez Unicity, j'ai vu qu'on avait pas mal de tests asynchrones et qui vérifiaient pas le done, enfin qui lançaient pas cette méthode pour lui dire vérifie ma modification, mais mon composant s'il a changé. Et donc du coup, tu avais beaucoup de faux positifs. Donc tu vois, par exemple, lui, je vais le lancer. Donc lui, normalement, il va passer au vert. Il passe au vert ici, tu vois. Donc si je lui mets une fausse valeur, là, il attend 0, mais si par exemple je lui mets 5, là ici, mon code, il va péter.
Donc là, mon code, il pète. Voilà, le expected 5, il reçoit 0. Mais si je retire le done callback, qui est quelque chose qu'on a peut-être quasiment jamais fait, on va dire, dans Unicity, où il y avait plein de faux positifs, bah là, si je relance mon test, il va passer exactement. Donc, effectivement, avec des signals, tu vas beaucoup te simplifier la vie, en fait. Mais, excuse-moi, juste, je rajoute un truc, mais faut prendre en compte aussi que les signaux, ils n'ont pas vocation à remplacer RxJS. Tout ce qui est gestion d'asynchronicité, il faut que tu utilises RxJS. Si tu dois faire des grosses transformations, si tu dois travailler avec des requêtes qui arrivent en même temps, etc., je te recommande. Tu peux le faire avec les signaux, mais ça va être très, très verbeux et tu vas te compliquer la vie. Faut rester avec RxJS. RxJS, ça va continuer à exister dans Angular. Et ça, les signaux, ça n'a pas vocation à les remplacer. Voilà ce que je voulais dire. Vas-y, Maxime. Hmm. Ah, euh, c'est très intéressant ce que tu dis, hein. D'accord? Bah moi, je peux te proposer ce que j'ai trouvé aujourd'hui. J'ai regardé pareil aussi, je voulais faire les tests sur les effects. Euh, donc voilà, moi, ce que j'ai trouvé en fait ici si on revient dans le counter effect, où on stockait la valeur dans le local storage. Pareil, j'avais un problème puisque bah, ici, je testais ma méthode incrémente. Je faisais component.incrémente. Et du coup, bah, j'attendais un, donc là, ça marchait. Donc je me suis dit, bah, pareil, là, je vais tester mon effet. Je vais tester si mon local storage, il a bien seté la valeur compte à un, parce que c'est ce qu'on fait ici. Quand on lance incrémente, bah, du coup, ça remet à jour ton signal. Donc forcément, ça doit être trigger ici. On est d'accord. Donc ça doit set l'item. Et si je le fais juste comme ça avec le component.incrémente, que lui, je le retire. Bah là, le test, il va péter, effectivement. Et là, j'ai pas retenu l'explication, mais si je passe avec l'instance de la référence du composant, bah là, ça marche. Ah, mhm, ouais, ouais. Mais là, je pense que j'en ai même pas besoin ici, en fait. Là, si je le retire, ça va marcher. Ah non, ça marche pas. Ah non, il l'a même pas détecté. C'était pas flush? Ouais, moi, j'ai essayé, ça a pas marché. Ça a pas marché avec ça. Ouais. T'avais pas mis un fake 5 ou un truc comme ça? Dans le run injection de contexte? Ah, dans le flash effect. Là, il prend pas de paramètres flash effect. Bah ouais, là tu vois, c'est bizarre, ça ne marche pas. Si je mets un fixture detect change, par exemple, hop, donc là, normalement ça c'est bon, puisqu'en vrai tac, ça peut le retirer. Là pareil, ça a pas passé. Attends, je vais essayer de retrouver la petite discussion qui m'expliquait ça, mais là tu vois en fait, il reçoit 0 au lieu de 1. Donc en fait, il est lancé. En fait, là, ce qu'on teste, c'est à l'initialisation, mais pas à la modification, pas au, pas dans le callback. Je sais pas si j'étais clair, tu vois. Parce que là, il est à 0 ici, 10 points de compte. Mais nous, ce qu'on veut tester, c'est qu'il set 1 dans le local storage. Et lui, il set 0. Alors, attends, je vais juste regarder, copier ça, chercher la discussion.
Effect. Signal. Ah voilà, il est là. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il disait le monsieur? Il disait, alors, les effets sont actuellement hookés au système de détection de changement. S'il n'y a pas de détection de changement, ils ne seront pas déclenchés. Le même test sur un composant conviendra. Et donc, effectivement, il dit de passer par fixture.component.ref.instance et lancer le feature detection change. Donc ça, ouais. Mais donc, du coup, toi, à mon avis, tu as testé l'initialisation et pas la détection de changement. Ouais. Et puis là, tu sets ton signal dans le test ou alors à travers une méthode? Ok, ok, ok. Ouais, 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 parce bah, carrément, ouais, je suis intéressé de voir un peu ce que ça donne, ouais. Carrément. On pourrait se voir après si tu veux. Ouais, avoir un state management, tu veux dire? Avoir un state manager? Hmm. Ah ouais, moi je suis d'accord, moi je le fais souvent sur mes projets perso. Parce que en vrai j'ai pas besoin d'utiliser NGRX, c'est trop verbeux, enfin trop c'est un autre paradigme de programmation. Hmm. Ouais. Ah d'accord, tu veux dire dans l'approche? Ouais. Comment? Ah oui. Hmm. Ah, encore c'est un autre paradigme NGRX et NGXS, hein. Là on est plus sur de la programmation événementielle que de la programmation, on va dire, déclarative et réactive. Mais effectivement, après, ça reste, on va dire le plus ou moins le même pattern de modification d'objets. On reste sur le même pattern, mais l'approche elle est différente, je trouve. Mais je suis d'accord, c'est beaucoup plus simple d'utiliser Signal. Franchement, 90% des applications, elles ont pas besoin d'AdJRX. Je suis d'accord avec toi. Yep. D'accord, ça marche, nickel. Merci Maxime. Je pense que on en reparlera. C'est un sujet effectivement qui va
qui est important, qui est un peu breaking change. Il y aura des breaking change justement, j'imagine. Ouais. Ok, ok. Bah, Nick, je te remercie. Voilà, bah, je propose qu'on s'arrête là, effectivement. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste disponible. De rien. Merci. Pas de souci, merci. Salut.